Bonjour et bienvenue à ce talk sur l'Atomic Design et Storybook où on va essayer de faire en sorte que les développeurs back-end se réconcilient un petit peu avec le front-end parce qu'en général quand ils s'attaquent au CSS ils n'aiment pas du tout. Alors je me présente, Théva Lotier, ça fait 5 ans que je suis à Soprasteria, j'accompagne un petit peu les projets dans toute la France suite à avoir fait 17 ans dans une start-up. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de développeurs qui ne savaient pas trop comment maîtriser un petit peu CSS et faisaient un peu n'importe quoi. Donc j'ai justement monté une formation pour apprendre un peu l'atomic design, le design system, le responsive design et autres. Et j'accompagne un peu toutes les équipes un peu partout pour justement à mettre en place les bonnes pratiques et réussir à se familiariser un petit peu plus avec le CSS et toutes les problématiques de design. Alors, qu'est-ce qu'un design system? Oula, excusez-moi. Oui, le problème du design system, c'est les incohérences souvent qu'on peut trouver entre plusieurs pages où tel dev va mettre 24 pixels de padding alors que l'autre va en mettre que 12 ou pas du tout, où ça va coller, ou etc. On peut avoir des différences d'ergonomie entre les différentes pages et autres. On a aussi des problèmes de communication entre les designers et les développeurs. Ils ne parlent pas forcément le même langage. Il n'y a pas beaucoup de designers, par exemple, qui maîtrisent le CSS, malheureusement. Ils ont des priorités un peu différentes et souvent ils sont là au début du projet, mais une fois que le projet est en TMA et que on a quelques évolutions et autres, souvent ils sont absents. Et donc il faut que l'équipe de dev soit capable de se débrouiller sans avoir un UX pour l'accompagner. Et bien souvent, il n'y a pas de formation CSS, ni dans les écoles, ni à la fac et autres. On demande des fois à des développeurs back-end de venir faire du front. Il n'y en a aucun qui sont experts CSS, donc ça pose souvent ça se pose souvent des problèmes sur les implémentations. Et résultat, ils passent énormément de temps à juste essayer d'intégrer le design, alors qu'ils devraient passer plutôt du temps à implémenter les règles métiers, ce qui fait la valeur de l'application. Donc c'est quoi un design system? C'est avant tout une charte ergonomique, c'est comment on va naviguer, quelles sont les règles d'accessibilité par exemple. Une charte graphique, quelles sont les couleurs, quelles sont les règles d'utilisation des couleurs, les problèmes de contraste et autres. En général, ça va être une bibliothèque de composants réutilisables qu'on va retrouver dans les outils des UX. Ça va être tout un ensemble de classes CSS qu'on va pouvoir réutiliser et autres. Une palette de couleurs sémantiques, pour ceux qui ont vu la présentation tout à l'heure justement sur les couleurs sémantiques, j'en reparlerai, c'est très important. Les principes de communication, comment on discute avec le client et autres, les règles de typographie, bien sûr une documentation associée. Donc l'atomic design, à la base, c'est... j'ai été spoilé un peu ce matin avec quelqu'un qui a déjà expliqué ça, mais en gros, on va définir d'abord des atomes, donc c'est les composants de base, ça va être une icône, un texte avec un fond bleu, un lien, une zone d'image. On va augmenter en complexité, on va pouvoir assembler ces atomes pour obtenir des molécules. Donc là, par exemple, vous avez un exemple ici avec le photo, où vous avez une molécule d'icône à gauche, une molécule de texte, non, un atome de texte et un atome d'icône. Ensuite, au-dessus, on va avoir des organismes qui là vont être un peu plus complexes, avec des intégrations de molécules, etc. Et enfin, les templates de page qu'on a tendance souvent à oublier, mais qui est vachement important et qui justement évite d'avoir tel développeur qui met un padding de 24 et l'autre de 18. Donc comme ça, on va avoir une cohérence dans l'ensemble des pages. Et enfin, le résultat final de tout ça, c'est les pages, donc l'implémentation au total qui va communiquer avec le back-end, etc. et autres. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on se rend compte que les développeurs ils disent non, ça c'est une molécule, non, ça c'est un organisme, non, c'est un peu le bordel souvent, et on se retrouve à complexifier un peu le truc. Moi je simplifie en disant que c'est juste une liste de composants intégrables, que ce soit intégrable pour les développeurs dans les différents développements, pour les designers aussi dans leurs outils tels que Figma ou Zeppelin. Pour le dev, ça va permettre de cacher toute la complexité du design CSS. On va mettre toute la complexité du design system CSS dans le composant, ce qui fait que ceux qui vont l'utiliser, ces composants-là, ils n'auront pas à se préoccuper de toute cette complexité. Et on va, grâce à la complétion,
bah, on peut facilement voir quels sont les composants disponibles, quels sont les attributs disponibles, etc. Et ce qui fait qu'on arrive très très vite, beaucoup plus vite, à implémenter les différentes fonctions qu'on nous demande d'implémenter. Un petit exemple ici, avec une implémentation type Bootstrap, bah, je vais mettre un bouton, bah, c'est une classe BTN pour qu'il ait un design de bouton. Il est BTN primary parce qu'il a la couleur primaire du site. Il est en display flex pour pouvoir avoir un gap 2, donc en gros un espace entre l'icône et le texte. Donc ça, il faut déjà commencer à connaître un petit peu le display flex, le gap, etc. Donc ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et bien on va simplifier ça en créant justement un composant atomique où on va juste mettre des inputs. Donc là, en l'occurrence, la couleur, est-ce que c'est primaire, secondaire, est-ce que c'est la couleur d'une erreur, d'une info, etc. En input, on aura aussi l'icône, et on simplifie énormément. Le dev n'a pas besoin de connaître des classes CSS pour utiliser ce composant. Les différentes technos pour mettre en place de l'Atomic Design, donc si vous êtes en mono framework, c'est-à-dire que vous avez tous dans votre boîte que du Angular ou que du React ou que du Vue et autres, dans ce cas-là, bah, vous pouvez juste faire une petite librairie NPM que vous partagez sur les différents projets. Si vous avez vraiment un petit projet, voilà, c'est juste, ça va être un module UI de votre projet qui va être directement intégré, en essayant de faire attention que bah, ce module, potentiellement, vous aurez peut-être envie au prochain projet de l'utiliser. Donc essayer de le rendre indépendant du métier, et vraiment ce qu'on appelle des composants purs, qui n'ont pas de règles de métier. Et si vous avez de multi-framework, il y a un petit framework qui est vachement intéressant, c'est Stencil.js. C'est un compilateur de Web Components. Donc je ne sais pas qui connaît les Web Components ici. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ouais. En gros, pour donner un petit exemple, quand vous faites un input texte dans votre formulaire, un input text, vous pouvez le considérer comme un web component, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est un div qui affiche votre texte, qui a des interactions JavaScript avec, quand on tape la touche, ça rajoute dans le div, etc. Donc ça, c'est un web component, et on peut en créer d'autres, qui fait que le navigateur, quand il va voir ce tag, il va dire, bah, tiens, j'utilise ce JavaScript-là pour ce tag-là, j'utilise CSS pour ce tag-là, etc. Donc ça permet de pouvoir faire comprendre au navigateur bah, les différents composants qu'on a dans les différents tags qu'on a dans le HTML de notre application. Et l'avantage, c'est que c'est cross-browser, c'est compatible avec tous les navigateurs et toutes les technos. On peut intégrer ça dans du React, dans du Angular, ce qu'on veut et autres. C'est vraiment très, très pratique. On utilise ça aussi, par exemple, pour les architectures micro-front-end. Aussi, on peut utiliser les web components. Le Storybook. Donc, le Storybook, c'est une petite librairie qui va permettre de documenter votre design system. Elle va documenter que ce soit les composants du design system, mais aussi potentiellement bah, les règles d'accessibilité, les règles d'ergonomie, les classes CSS utilitaires, comme des classes CSS pour faire du padding, du margin, du display flex et autres. Et l'avantage, c'est qu'on pourra très facilement faire du copier-coller de code. On voit le composant, on clique sur le bouton code, show code, et hop, on fait copier-coller, et hop, on intègre directement le composant. Donc on va très très vite, comme ça, implémenter les différents composants. C'est une application web, donc on peut la plugger sur notre chaîne CI/CD, de manière à ce que sitôt qu'on va mettre à jour, qu'on va merger nos différentes merge requests, eh ben, ça va builder, ça va redéployer. Et cette application web va pouvoir être visualisée par que ce soit les devs, mais aussi les testeurs, le PO, voire même l'UX, qui va vérifier que ce qu'on a implémenté dans notre design system, dans notre storybook, correspond bien à ce qu'il attend, lui, au niveau design, par lorsqu'il a défini sur ses maquettes. C'est très simple à mettre en place, que ce soit sur du Angular, du React, du Vue ou autre, c'est npx storybook init. Ça va travailler un petit moment. Et ensuite, on a juste faire un npm run storybook. Et là, on a une appli web accessible où on peut naviguer dans les différents composants. Le gros avantage de Storybook, c'est que c'est intégrable dans la plupart des outils des UX, donc en l'occurrence Figma. Quand on est sur une maquette, on clique sur un composant, et ben il va nous mettre un lien vers la story. Donc justement, les composants dans Storybook, ça s'appelle des stories.
Et il y a aussi un plugin de Storybook qui permet d'intégrer le rendu Figma de notre composant. Comme ça, on peut très facilement comparer entre les deux si le design est bien respecté. Dans Zeppelin aussi, il y a l'équivalent. On va pouvoir cliquer sur un composant. Et ici, vous voyez, c'est pas très visible, mais là, on voit normalement le bout de code qu'on a juste à faire un copier-coller pour l'intégrer dans notre page. Alors, dans Storybook, on déclare des stories. Donc, c'est assez simple. On va donner un titre. Ce titre va nous permettre justement de ranger dans des répertoires les différents états, les différents composants et autres. Et un truc qui est vachement utile, c'est la partie archetype, ici, là, qu'on va pouvoir permettre de pouvoir sélectionner quel est le contrôle qu'on va utiliser dans Storybook pour pouvoir manipuler cet input. En l'occurrence, par exemple, ici, vous avez dans les couleurs une liste, parce qu'en fait, on ne peut pas mettre n'importe quelle couleur. Je ne sais pas si on voit bien, ouais. Ah oui, on ne voit pas très bien. Ici, ça va nous permettre de dire, ici, c'est un contrôleur de type radio. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner les différentes couleurs que je veux. Et ainsi, on va pouvoir voir quel est le rendu sur chacun de ces inputs. Et ainsi, on peut vraiment tester tous les états du composant, quel qu'il soit. On peut aussi, d'ailleurs, pas que les composants atomiques, mais on peut aussi tester comme ça n'importe quel composant de votre projet. Il y a par exemple un plugin qui permet de simuler un back-end. Donc comme ça, si vous avez des composants qui dépendent du back-end, vous pouvez quand même faire une story dessus, simuler un comportement, et ainsi vous pouvez, par exemple, sur votre composant, visualiser comment il s'affiche quand il y a une erreur, comment il s'affiche s'il y a beaucoup de données, comment il s'affiche s'il y a peu de données, etc. Vous pouvez ainsi montrer tous les états possibles de votre composant. Chose que d'habitude, quand on teste à la main, on a du mal à voir. Les testeurs, ils n'ont pas forcément accès à l'ensemble des états du composant. Donc avec ça, on pouvait vraiment mettre tous les états possibles et tester et de valider que tout fonctionne comme il faut, que tout est affiché comme il faut. Au niveau des déclarations, je vais pouvoir créer plusieurs stories. Donc par exemple ici notre bouton, je veux voir comment il s'affiche quand juste il est coloré, ou quand il s'affiche quand il a une icône à gauche, une icône à droite, ou comment il s'affiche en disable. Donc ça c'est relativement simple à mettre en place. Alors avec Storybook et l'Atomic Design, il y a quand même besoin d'utilitaires CSS, un minimum. Parce qu'on en a besoin pour pouvoir appliquer une couleur. Par exemple, j'ai mon composant, il doit avoir le texte en couleur primaire. Et on va faire une classe utilitaire pour aider justement le développeur pour vite savoir pour qu'il puisse facilement mettre un background en couleur primaire, une couleur, une bordure. On va aussi mettre des classes utilitaires pour gérer toute la partie layout, que ce soit du display flex, du display grid, ou un peu comme aussi le mode grid de Bootstrap en 12 colonnes. Mais aussi les classes utilitaires pour faire du margin, du padding, de manière à ce que au moins les marges et les paddings soient un peu uniformes dans l'ensemble de l'application. On va mettre aussi en place, si vous avez un thème dark ou n'importe quel type de theming et autres, on va mettre en place aussi des classes utilitaires pour ça. Pareil pour la partie responsive, vous pouvez très bien aussi rajouter que ce display-là en mode responsive, en mode mobile, il va s'afficher différemment, etc. Et il y en a d'autres utilitaires qui peuvent être assez utiles, genre mettre le texte en uppercase, faire un overflow auto pour pouvoir avoir une scroll bar, ou le fameux truncate, donc qui est le text overflow ellipsis, qui permet que quand un texte est trop grand, il n'affiche pas tout, mais il met juste 3 petits points. Donc ça c'est vachement utile et on a souvent besoin de l'utiliser. Un petit exemple ici. Je vais plutôt le faire comme ça. Ici, je vais faire un display flex avec un justify content between qui va donc répartir l'espace entre mes deux fils, donc qui sont le texte et l'icône, ce qui va me permettre justement de mettre cet espace ici. Je vais mettre un align item center pour pouvoir centrer verticalement tous les éléments. Je vais mettre un padding de poids 1 pour qu'il mette un petit peu de padding un peu partout sur tous les côtés.
un W100 pour dire que je suis en width 100%, pour que je prenne toute la place, et un BG Light pour dire bah, il est un peu en gris. Là, ça se voit pas trop, mais c'est un léger gris. Pareil pour le H3, on va lui mettre en texte primaire pour dire que bah, il a la couleur primaire du site, et il est en uppercase. Ici, je vais mettre un padding start. Donc, alors, c'est une petite différence sur Bootstrap 4. Avant, c'était padding left. Maintenant, Bootstrap 5 s'est mis à faire du padding start et padding end. Un font white ball pour dire qu'il est en gras. Et un text secondary pour dire bah, qu'il va prendre la couleur secondaire du site. Donc, l'avantage de ces classes utilitaires CSS, c'est que je n'ai pas besoin de créer une classe, d'aller dans mon CSS de mon composant, déclarer ma classe, mettre tous les trucs et autres. Je peux le faire directement dans le HTML. Ça reste lisible. Tant qu'il n'y en a pas trop, hein, faut éviter d'avoir des lignes à rallonge. D'ailleurs, moi, je pense que celle-là, elle est un peu trop longue, à mon avis. Important aussi, c'est de gérer vos couleurs de manière correcte. On va organiser les couleurs en fait de manière sémantique. C'est-à-dire, on va donner on va pas dire je mets du bleu, je mets du gris. On va donner un sens à la couleur. Je mets une bordure claire, une bordure sombre. Je vais mettre une couleur primaire, une couleur secondaire, le texte par défaut, la couleur du texte par défaut, ou un texte un peu en surbrillance. Quelle couleur je vais le mettre? Et à partir de ces couleurs sémantiques qui ont un sens, ben on va créer des classes utilitaires. L'avantage de ça, c'est que on va pouvoir, tous les développeurs savent que pour faire une bordure, c'est border primary ou border light ou border défaut, etc. Ce qui fait qu'ils arrivent très facilement et ça reste uniforme partout. Et on a aussi l'avantage que si à un moment on se rend compte que la bordure elle est un peu trop claire, ou un peu trop sombre, ou que le UX il voudrait bien changer un petit peu, eh ben, on a juste à changer cette variable et tout le reste en découlera. Tous les composants se mettront à jour automatiquement sans qu'on ait rien à faire là-dessus. Un petit exemple encore ici, on met un border left avec un border primary, un border 4 pour dire que la bordure a une taille de 4 pixels. Et ainsi, on arrive facilement à faire une petite barre à gauche qui permet d'highlighter un petit peu un élément de texte. Alors, pour gérer le theming, on va utiliser ce que ce matin il parlait, les custom properties. Ce que moi, j'appelle juste les variables CSS, qui sont pas les mêmes que par exemple les variables super CSS ou les variables SAS, ou qui se mettent avec un $. Donc là, on va d'abord définir nos couleurs de base. Le grès 100, le grès 200, 300 jusqu'à 800. Et on va faire ce qu'on appelle dans les design systems les tokens de décision. C'est-à-dire ma border défaut, donc la bordure qu'on va retrouver sur tous les composants par défaut, elle va avoir une couleur de grès 100. Donc un gris un peu clair. Et quand je vais activer mon theme dark, je vais juste rajouter la classe theme dark sur mon tag HTML. Et dans ce cas-là, je lui dis que maintenant ma variable, mon token border défaut, c'est un grès 800. Donc c'est un grès beaucoup plus clair. Dans mon composant, soit je vais faire une classe spécifique où je vais utiliser cette variable border défaut, ou je vais utiliser directement les classes utilitaires de couleur en disant je vais en border défaut. Et ainsi, le développeur n'a pas à s'occuper du thème dark. Le thème dark est inclus directement dans les tokens de décision. Et donc, quand on va passer en mode dark, ma bordure va passer directement de sombre à clair sans que le développeur n'ait pas à s'en occuper. Donc là, on gagne énormément de temps là-dessus. Il n'a pas à se poser de questions. Il a juste, par contre, à savoir qu'il faut utiliser que les tokens de décision et il ne faut pas utiliser les couleurs de base. C'est juste ça qu'il doit savoir. Alors, pour créer justement ces utilitaires CSS, il y a deux librairies, Tailwind CSS et Bootstrap. Donc Bootstrap, c'est très très vieux, mais Tailwind CSS, c'est la petite étoile montante qui a pas mal d'avantages. Donc déjà, ça a été designé exprès pour faire des design systems. Depuis la V11 d'Angular, le gros avantage de ce truc-là, c'est que quand on va builder, il va aller regarder dans tout le code quelles sont les classes CSS qu'on utilise, les classes utilitaires qu'on utilise, et il va les enlever du bundle final.
L'air de rien, j'ai fait le test. Par défaut, on a 3 mégas de classe CSS par défaut avec Tailwind. Et ben, après le build, on n'avait plus que 200K. Donc ça réduit quand même considérablement, et ce qui est quand même pas mal pour les utilisateurs qui sont en mobilité et autres. Alors, il est complet, mais vraiment complet, complet. Il y a tout. Vous imaginez pas tout ce qu'il peut y avoir. Tu peux faire du hover, vous pouvez faire de la déformation, du transform. Il fait absolument tout. Il gère aussi la partie responsive, il gère le dark mode, les différents états. On peut facilement dire bah, en hover, tu te mets telle couleur, ou en actif, tu mets telle couleur, etc. Donc il est vraiment super complet. Mais l'avantage, justement, c'est que à la fin, quand on build, toutes les classes qui n'ont pas été utilisées, elles sont virées. Il est aussi, bah, bien sûr, multi-framework. Hein, je parle d'Angular, mais il existe pour React, pour Vue, etc. Bootstrap, lui, un peu plus ancien, il a un peu je dirais il y a pas mal de gens qui n'aiment pas, Bootstrap, parce que souvent on intègre Bootstrap tel quel, avec tous les composants qui vont avec et autres, et c'est dur à customiser. Mais en fait, quand on regarde un petit peu plus dans le code, comment c'est fait Bootstrap, on se rend compte qu'en fait, que c'est une librairie qui vous permet de pouvoir facilement customiser n'importe quoi dedans. Là, un petit exemple ici. Je vais en fait surcharger les thèmes couleurs ici. Je vais dire que j'ai un primary, un secondary, un tertiary, une couleur d'erreur, une couleur d'info, une couleur de warn, etc. Et ensuite, j'ai juste à importer les différentes librairies de Bootstrap. Donc, il y a un ordre à respecter, il faut faire attention là-dessus. Et ensuite, bah, j'aurai toutes les classes utilitaires liées à ce thème de couleur, que ce soit texte info, texte primary, mais aussi pour le background, un BG info, BG primary. Pareil pour les borders. Et au petit passage aussi, il intègre Reboot. Alors, qui connaît un peu Reboot? Non, personne connaît Reboot? Ou on appelle souvent aussi le normaliseur. C'est qu'en fait, tous les navigateurs ont des designs par défaut. C'est les designs intégrés du navigateur. Par exemple, un H1 a une marche par défaut, qui n'est pas forcément la même sur Chrome que sur Firefox. Le reboot ou normaliseur, il y a plusieurs librairies qui existent là-dessus, elles permettent justement d'uniformiser ça par défaut. Ce qui fait que vous n'avez pas à vous occuper de la différence qu'il y aura entre les différents navigateurs. Ça, c'est un truc, c'est vrai que je vois très peu de projets l'intégrer, mais c'est vachement utile. Et en particulier, d'ailleurs, il met le textbox. Bon, c'est un petit détail. Donc, n'oubliez pas de toujours mettre en place un reboot ou un normaliseur. Pareil aussi, vous pouvez définir aussi la partie spacing. On va mettre, on peut mettre n'importe quel niveau de spacing. Là, j'en ai mis 5, mais si vous voulez en avoir que 3, un petit, un grand, un moyen, c'est assez simple à mettre en place. Et une fois que vous mettez juste ça, et puis plus, bien sûr, les imports de la librairie, vous pouvez facilement faire un class PT4 pour dire un padding DOM de poids 4, donc, ce qui sera donc un 1,5 rem. Mais pareil aussi sur les margines, un MB2, ça va être un margin bottom de poids 2, donc spacer, donc ça va être 0,5 rem. Un petit exemple, donc justement dans mes pérégrinations multi-projets et autres, je suis tombé sur un jour sur une horreur. Vraiment, vous allez voir. On avait demandé à un développeur, donc je ne sais pas si c'est un développeur junior ou un développeur back-end qui avait jamais fait de front, mais on lui a demandé de faire ce petit composant. À la base, vous voyez ce truc-là, c'est quand même assez simple. Allez, en 6-7 tags, avec un tout petit peu de CSS, on y arrive sans problème. Voilà ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme horreur là-dedans? Je sais pas si... Vous voyez pas très bien? Ouais. Je sais pas si on peut zoomer un peu. Non, on va pas réussir. Oui. Ouais, non. Non, je vais pas réussir à faire mieux que ça. Mais en gros, vous voyez qu'ici, je sais pas si vous voyez, mais là, il a un div classe espace. Pareil, il en a mis partout. Des div classe espace.
C'est-à-dire, il ne connaissait pas le margin, le padding, donc il a fait un div pour faire de l'espace avec un CSS associé. Ici, il y a une classe center pour centrer, mais il a remis encore un center ici. Il n'était vraiment pas sûr que c'était vraiment centré, quoi. Comment? Donc, il a fait quand même un truc assez compliqué. Quand on regarde maintenant la partie CSS, donc là, c'est là qu'on commence à avoir peur. Donc déjà, le bouton bleu, bah, c'était un bouton qui est présent dans toute l'application. Donc à quoi ça sert de le redéfinir dans ce composant-là? Ça ne servait à rien. Il a redéfini le font family, alors qu'il n'y avait qu'un seul font family pour toute l'application, il n'y avait pas besoin de le redéfinir. Il a défini un WeV8 hardcodé. Donc ça, c'est très très moche, parce qu'en fait, si le client décide de changer le texte, eh ben, ça va déborder. Donc ça, c'est plutôt à éviter complètement. Donc voilà. Et la partie CSS aussi, des SVG, là aussi, c'est un peu farfelu. Il y a des margines, il n'y a aucun qui est à la même hauteur. On se demande vraiment pourquoi. Et puis ben, on a notre center, qui est en fait un text center. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de code. Il a passé, je pense, beaucoup de temps à faire ce composant-là. On voit bien qu'il ne connaissait pas du tout CSS. Et donc au final, ça a coûté cher de juste faire ce petit composant qui paraît quand même assez simple. Si on passe à un design system CSS, ben on va créer une classe card qui va être réutilisable. Une classe, en plus, on va la mettre qu'elle est centrée, parce que dans l'application, il y avait des cards qui étaient centrées et d'autres qui étaient tout à gauche. On va lui mettre une carte d'icône, on va lui mettre une classe liste d'icônes. Potentiellement, elle était small, parce que dans d'autres endroits de l'application, il y avait une liste d'icônes qui était un peu plus grosse. Et puis, bah, les classes classiques BTN, BTN primary, etc. L'avantage d'avoir fait par le design system CSS, c'est que j'ai aucun CSS spécifique pour ce composant, que des utilisations de classe CSS globale. Et au final, j'ai divisé par 5 la quantité de code. Par contre, ça nécessite quand même de connaître toutes les classes CSS du design system. Et ça, c'est pas forcément évident. Il faut monter en compétences au fur et à mesure, etc. Donc, c'est pas encore assez satisfaisant. Maintenant, si je passe à de l'atomic design, bah, je vais créer un composant card, atomic card. Je vais lui mettre un input comme quoi s'il est centré ou pas. Je vais mettre une atomic icône. Je vais mettre une atomic list icône avec en input la liste des icônes que je veux. Je vais lui mettre l'atomic button, où je vais lui dire qu'il est en couleur primary. Même j'aurais pu ne pas le spécifier, parce que par défaut, tous les boutons sont en couleur primaire. Et là, on n'a aucune complexité de design. On n'a aucune classe CSS à connaître. C'est assez simple. On a en plus la complétion. Contrôle espace. On arrive à voir quels sont les composants qui sont disponibles. Donc là, on peut facilement réutiliser ce Atomic Card partout, parce qu'en définitive, en fait, ce composant-là, il y en avait plein de différents dans toute l'application. En faisant cette partie atomique, on peut le réutiliser partout. Et en plus, c'est super rapide à faire. Dans ce code-là, j'ai aucun tag free, j'ai aucun classe CSS spécifique, j'ai aucun classe CSS à connaître et autres. Donc on arrive vraiment à aller beaucoup plus vite, à développer comme ça avec le Atomic Design. Une petite démo. Alors je vais zoomer cette fois-ci pour que vous puissiez voir un peu mieux. Par contre, il faut que j'arrête lui. Est-ce que vous voyez mon écran? Yo. Vraiment ça. Hop. Ah là c'est bon. Donc avant, quand on faisait des librairies comme ça de composants graphiques, on utilisait ce qu'on appelle un showcase, qui nous permettait justement de pouvoir visualiser tous nos composants dans les différents états. On pouvait naviguer comme ça et puis vérifier que ça fonctionnait et autres.
Mais ce n'était pas le genre de truc qu'on pouvait facilement donner à un testeur ou à un PO ou même au client pour valider ou à l'UX pour valider que tout a été correctement implémenté. Donc avec un storybook, on va pouvoir avoir justement l'ensemble des composants directement accessibles. On peut facilement aller de l'un à l'autre. On va pouvoir ici... Attends, il n'aime pas trop là. Si. Ah, j'arrive pas à accéder à tout. Il faut que je dézoome un peu, désolé. Ah, il est un peu bugué, le storybook, des fois. Ah, il aime pas trop être en... Ah, je sais, hop, voilà. Là, vous voyez mieux? Ouais. Donc ici, j'ai l'ensemble de mes stories. Donc, par exemple, pour les boutons, quelles sont les différentes façons d'afficher ce bouton? Quand il a une icône à gauche, une icône à droite, est-ce qu'il est coloré? On a justement notre contrôle custom qui nous permet de pouvoir facilement changer et de vérifier que tout s'affiche correctement. On a bien sûr, il y a d'autres composants. Ça, c'est un template de design system que j'ai commencé à mettre en place pour les différents projets qui n'ont pas forcément de design system. On a ici la partie documentation des classes utilitaires, soit pour le margin, pour le padding, les classes utilitaires aussi pour la partie color. Et on a plein de composants aussi, formulaires et autres. Et comme c'est un template de design system, je peux très bien dire ici, tiens, je vais me mettre aux couleurs du DevFest. Parce que j'étais aux couleurs de Sopra, c'est quand même mieux de se mettre aux couleurs du DevFest. Normalement, il faut 5 secondes pour que ça se mette à jour. Non, toujours pas. Eh ben dis donc, elle fait des mots encore. Non, pourtant il est configuré. Ici, je suis bien passé aux couleurs du DFS, mais normalement, c'est censé aussi passer ici. Ah, voilà, ça y est. Il fait juste un peu de temps. Donc le DFS, il y a des couleurs bleues et orange. Donc là, très facilement, je suis passé maintenant à un design system en mode DFS, avec des composants facilement intégrables, etc. Autre exemple, justement, ce design system, j'ai voulu tester un petit peu. Je fais des webinars sur la partie gestion de microfront. Donc, justement, j'ai justement utilisé ce design system. Ici, vous voyez, j'ai deux microfronts, le 1 et le 2. J'ai un master front qui va intégrer ce microfront. Et puis, j'ai le design system qui, lui, a été partagé dans les différents projets. Et ce qui fait que ça m'assure que toutes les pages vont avoir le bon design à chaque fois. Et ainsi, là, c'est un microfront qui a été lancé. Et là, je vois mon master front qui intègre deux fois d'ailleurs le même microfront et qui me permet de pouvoir valider juste que ça fonctionne bien, que j'ai bien mes inputs, mes outputs et tout mon site qui est bien aux couleurs de mon design system. Autre exemple de design system, le design system de l'État, excusez-moi, le système de design, c'est comme ça qu'on doit dire normalement en français, c'est pas le design system. Donc ça, c'est un design system qu'ils ont mis en place il y a quelques temps et qui est amené à être mis en place sur tous les sites du gouvernement. Je travaille justement à son intégration en ce moment. Donc attention, c'est à ne surtout pas utiliser. Vous aurez une grosse amende si vous utilisez ce design system. Par contre, il est vraiment très très bien fait. Et surtout, un truc qui est vachement utile, moi je trouve, c'est toute la partie en dessous, en bas, il y a les règles d'utilisation et les règles d'accessibilité. Ça, quand vous développez des applications web pour le grand public, si vous avez des problèmes sur l'accessibilité et autres, allez voir les règles qu'ils ont marquées là-dessus. C'est des références pour l'accessibilité. Donc n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Ils ont aussi un thème dark. Par exemple, ici, si j'inspecte cette couleur-là, je vais voir qu'ici, c'est un token de décision qui est à CE05. Je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais c'est un rouge un peu foncé. Et quand je vais passer en mode dark, dans ce cas-là, lui, il va mettre plutôt un FF 56-55, donc un rouge beaucoup plus vif, qui va être beaucoup plus visible
sur l'application. Donc grâce justement à l'utilisation de variables CSS en n'utilisant que les tokens, bah, toute la partie thème dark se gère très très facilement. Autre exemple de design system aussi qui est une belle référence, c'est donc je ne peux pas vous montrer le storybook du design system de l'État, mais par contre il y a le design system de NG qui est aussi accessible en public et autres, qui est aussi pas mal bien fait. Et surtout il y a toute la partie storybook, que ce soit Angular, React, Vue.js. Donc parfois, des fois, l'Angular est plus récent que le React. On y met des fois un peu de temps à mettre à jour. Mais vous avez ici le storybook de NG, justement. Et vous avez bah, ici, je veux faire un bouton. Je vais ici, je fais un show code. Hop, je copie-colle. Et voilà, je peux utiliser mon bouton directement de manière assez simple. Donc celui-là, il est plutôt bien fait. Je le trouve un petit peu complexe niveau CSS, mais justement, quand on est en Atomic Design, bah, cette complexité-là va être cachée, elle va être mise à l'intérieur des composants, et dans ce cas-là, on n'aura pas trop de problèmes. Et pour finaliser, ouais, c'est bon. Non, moi je le vois plus de mon côté, mais hop. Bon, on va le faire comme ça alors. En conclusion, bah, faut absolument mettre en place un design system, que ce soit pour multi-applications ou même entre différentes pages ou avec des architectures micro-front et autres, pour essayer d'avoir une cohérence globale sur l'ensemble de vos applications. Avec l'Atomic Design, vous allez pouvoir vraiment atteindre la réutilisabilité de tous vos composants. Vous allez pouvoir les utiliser partout facilement. Ça va grandement simplifier le développeur front. Même les développeurs back pourront facilement faire du front. Le storybook va vous permettre d'apporter de la documentation pour que les devs justement montent en compétences assez rapidement, surtout sur les classes utilitaires qui sont déjà un peu plus complexes que l'utilisation des composants atomiques. Mais ça permet aussi de pouvoir tester les composants, de valider que les composants dans tous leurs états s'affichent correctement. Et enfin, les utilisateurs CSS, bah, ça va permettre justement d'accélérer le dev. Donc vous voyez cette petite courbe où en gros, oui, au départ, quand vous mettez en place un design system, c'est un peu coûteux. En général, même, il faut une équipe un peu dédiée. Donc ça prend un petit peu de temps à mettre en place, mais au fur et à mesure, vous y gagnez énormément sur tous les devs qui est à côté. Une fois qu'ils intègrent votre design system, ils ont pas de, tout est simple. Il n'y a que à intégrer des composants, faire du copier-coller de code. Et ensuite, bah, comme ça, les devs front peuvent vraiment se focuser uniquement sur les règles métiers, ce qui fait la valeur des applications. Et il reste 2 minutes, si vous avez des questions. Moi, j'aurais une question. Qui a déjà fait de l'Atomic Design? 1, 2, 3. Ah, pas grand monde quand même. Et qui maintenant va en faire? Voilà. Oui. Alors, oui et non. Ça dépend un peu de l'écosystème qu'il y a autour dans votre boîte. Est-ce que c'est plein d'Angular différents, des React différents, plein de frameworks différents? Alors, oui, pour répondre à la question, oui, je conseillerais les web components, mais attention, pas sur tout. Par exemple, justement, j'ai testé Stencil.js pour l'intégration dans un appli Angular. Donc ça marche très bien pour un bouton ou autre. Par contre, quand on veut par exemple faire des formulaires avec du control value accessor et autres et tout ce qui est avec, bah là, on est un peu limité. On est quand même obligé, à un moment ou à un autre, de mettre une surcouche au-dessus de ces web components. Sauf si vraiment vous n'avez pas de grosse complexité dans votre site, vous pouvez tout mettre en web component.
Alors, moi je dirais via le storybook, premièrement. C'est-à-dire qu'on peut rajouter de la partie documentation dessus et autres. Via aussi rendre des inputs obligatoires. Genre par exemple mettre un ARIA label obligatoire sur votre composant pour des règles d'accessibilité. Mais dans les faits, oui, à part la documentation, on aura toujours des devs qui vont pas lire la doc et qui vont oublier de respecter certains usages. Ça, on ne pourra jamais l'éviter. À part justement en formant, en montrant la documentation aux différents développeurs. Justement, récemment, j'ai intégré le design système de l'État dans une application. Toute l'équipe, je leur ai bien donné consigne, c'est avant de commencer le composant, tu lis la doc entièrement, que tu comprennes tout et que tu saches quels sont les critères et autres d'accessibilité, les règles d'usage, etc. Plus d'autres questions? Ah, oui. Non, non. Alors, oui, tu peux le faire, tu peux le lancer sur n'importe quelle appli Angular, ça marche, ça va installer ton storybook. Par contre, après, tu es obligé de déclarer des stories. Donc, dans tous les cas, tu vas être obligé de, pour chacun des composants, rajouter un fichier stories pour décrire le composant, quels sont ses contrôles, etc. Quels sont les différents états. Ouais. Alors après, là, j'ai montré un exemple où j'étais obligé, par exemple, de mettre le code du template qu'on pouvait faire copier-coller. Par défaut, il arrive très bien tout seul. Il y a juste certains cas où on est obligé de lui spécifier explicitement le code à utiliser. Mais dans la plupart des cas, on a juste à déclarer le composant et hop, ça s'affiche direct, c'est assez rapide. Mais c'est vrai que ça manque un petit générateur qui en plus importe les modules, parce que ce qui est chiant dans les stories, c'est on intègre le composant, donc on doit importer tous les modules qui ont besoin. Donc on est obligé à la main, et souvent en mode test, mince, j'ai oublié d'intégrer le Maticon module ou des trucs de genre là. Ça, pour l'instant, on est obligé de le faire à la main. Oui, oui, complètement. Au fur et à mesure qu'ils sont développés, ou potentiellement si tu fais une refonte, ou au fur et à mesure que tu fais des évolutions, tu inclus dans ta merge request qu'il faut la stories associée, par exemple. Comme ça, au fur et à mesure, vous avancez là-dessus. Parce que c'est quand même beaucoup de temps à mettre en place ça, mais on y gagne après. Après, c'est savoir, ça fait 5 ans qu'elle existe, est-ce qu'il y a vraiment besoin du storybook? Pas d'autres questions? Bon, je vous remercie.